jusqu'à 11h pour l'heure des pros et tout au long de la journée sur CNews pour donner la parole à nos héros, ceux qui se mobilisent depuis 5 jours pour lutter contre cet incendie dévastateur. Je veux qu'on aille sur le terrain à Lège-Cap-Ferret, rejoindre Régine Delfour qui est avec nous, accompagnée de Laurent Sélarié. Chère Régine, quelle est la situation sur place, s'il vous plaît ? Oui, bonjour Elliot. Écoutez, là on est au PC, donc au poste de commandement de Lège-Cap-Ferret. On va avoir une petite communication sur la nuit. Cette nuit qui a été plutôt calme, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'autres avancées pour le moment. C'est ce que nous dit la préfecture d'hectares brûlés. Mais vous savez, la situation hier, elle a été catastrophique. Ce feu là qu'on appelle maintenant désormais l'ogre est incontrôlable. On a vu ces vents surtout, puisque le feu tournait sur lui-même. Là aujourd'hui, le vent il est beaucoup plus, il est moindre en fait, le taux d'humidité est plus élevé, mais on attend des températures qui vont remonter. Alors il y a toujours 2500 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés. Je viens de voir aussi les marins-pompiers de Marseille qui sont présents. C'est assez fou, Elliot, de constater sur le terrain, puisqu'hier avec Florian Doré qui m'accompagne, donc nous étions au plus près des flammes, et c'était assez fou de voir tout ce dispositif et surtout cette impuissance, Elliot, puisque il est très compliqué de faire quelque chose par rapport à ces flammes, par rapport à ce vent, même si les sapeurs-pompiers sont là, même si les civils sont là avec des citernes d'eau pour essayer de maîtriser. Alors là, il y a peut-être une accalmie. Il va y avoir énormément aussi de construction de pare-feu pour essayer de le freiner, mais on en saura plus dans quelques heures en fait, Elliot. Merci beaucoup Régine Delfour, accompagnée donc depuis Lège-Cap-Ferret de Laurent Sélarié. J'ai le plaisir et l'honneur de retrouver Éric Broccardi. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Christian Pinaudot est également avec nous, consultant en politique forestière, en gestion de risque, expert des incendies et des feux de forêt. Alexandre Devecchio, merci d'être avec nous, cher Alexandre, parce qu'on a aussi besoin d'avoir le regard de l'éditorialiste que vous êtes. Face à toute cette surcommunication qu'il y a pu avoir du côté du gouvernement ces dernières heures. Mais la question est de savoir où ont été mis tous nos milliards. Où va notre argent ? C'est la seule question qui vaille. Comment aider, armer nos héros qui se battent et luttent contre les flammes ? Sandra Larue est également avec nous. Vous êtes spécialiste météo pour CNews. Je voudrais vous rendre hommage, Éric Broccardi, parce qu'on sait à quel point les pompiers aujourd'hui font un travail admirable au péril de leur vie, puisqu'il y a 3 soldats du feu qui sont morts depuis ces épisodes d'incendie cette année. Vous avez 84 pompiers qui sont blessés depuis le début de ces incendies en Gironde. Et aucun citoyen. Et aucun citoyen. Vous avez raison. Aucun civil, pour l'instant, n'est décédé, fort heureusement. Et grâce à vous. Grâce à vous. Comment le pompier que vous êtes réagit ce matin ? Qu'est-ce qu'il a envie de dire aux Français qui nous regardent ? Je pense qu'aujourd'hui, on est sur un sujet d'impossibilité opérationnelle, parce que le seul salut qu'on aura, c'est aussi celui du ciel. Ça a été une période d'accalmie cette nuit avec ces indicateurs météorologiques qui ont été plutôt favorables. Mais par contre, il y a quelque chose qui supplante tout, c'est la hargne et la rage avec lesquelles se battent les sapeurs-pompiers, qui ne rechignent devant aucune mission, aucune tâche, aucune contrainte. Et aujourd'hui, je pense que le sujet est vraiment à l'image de ce qu'est David contre Goliath, et qu'à ce titre-là, nous devons continuer à faire face. Et le regard que nous portons vers aujourd'hui les soldats du feu, qui sont devenus les soldats du climat, ne doit pas être, on va dire, oublié dès la rentrée de septembre. C'est un des enjeux aussi, et c'est pour ça aussi qu'on prend la parole, parce qu'il est facile aujourd'hui de s'accaparer l'image des sapeurs-pompiers. Mais par contre, à la rentrée, il ne faudra certainement pas les oublier. Et surtout pas oublier les 3 collègues décédés. Et merci encore de le rappeler. J'ai encore hier le chef de centre de Saint-Médard, mon ami Vincent, qui me disait on a tendance un peu à oublier. Et là, aujourd'hui, la polémique ne doit pas forcément enfler plus que cela par rapport au drame qu'ont subi les sapeurs-pompiers avec 3 de nos collègues, 1 en Savoie, 2 en Gironde. Parce que, comme on le souligne, ils sont véritablement en première ligne. Ce mot « première ligne », parfois on l'entend, on explique, là, on a quand même ce sujet d'une guerre offensive et défensive des sapeurs-pompiers qui montrent qu'ils vont jusqu'au bout de leur engagement. On le pilonne, ce feu. On essaie de le matraquer. 22 000 hectares. Il y a plein de polémiques qui ressortent. Et 22 000 hectares, vous comparez ça à Paris. C'est vrai qu'à l'ouest de Paris, parfois, il fait beau. Et puis à l'est, il fait pas beau. Donc,
On a des sujets aujourd'hui de variation de température, de variation de climat sur une zone qui est extrêmement complexe à gérer de point de vue accessibilité, comme d'un point de vue aussi, tout simplement, repérage sur zone. Parce que vous parlez de marins-pompiers de Marseille, vous parlez de sapeurs-pompiers du Nord, de l'Est, il y en a de partout qui sont arrivés en renfort. Tout ce qui pouvait rouler et à converger vers ce sinistre-là. Et puis, ne certainement pas focaliser uniquement sur ce qui se passe en Gironde, parce que dans le Var aussi, ils sont à l'œuvre et ils sont dans une orientation stratégique qui est complexe parce qu'on est soumis aussi aux mêmes aléas climatiques avec des potentielles reprises. Et je le dis toujours, le Var est à l'image aujourd'hui malheureusement de ce qu'on doit faire, c'est-à-dire optimiser notre adaptation parce que quand vous savez que le Var, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, le Gard, c'est le berceau de la stratégie des feux de forêt, c'est là où tout est né en fait. C'est là où tout est né dans les années 80-90 parce que les pompiers ont pris des claques énormes sur le sujet des feux de forêt, avec bon nombre de maisons brûlées à l'époque. Et la mission Vulcain qui avait été développée dans cette zone-là a permis de construire une ceinture de défendabilité à l'époque où les feux étaient moins intenses et moins précoces, avec moins de résurgence du risque feu de forêt. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que même dans ces domaines-là, alors que nous sommes les référents mondiaux, il faut le dire, je veux dire, à un moment donné, arrêtons les polémiques et félicitons aussi tout le travail qui a été fait par nos anciens sapeurs-pompiers qui aujourd'hui sont sur un sujet où effectivement on a un constat qui est le dépassement de toute façon d'une force naturelle qui veut qu'aujourd'hui ça montre notre impuissance. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans tous ces domaines-là. On ne peut pas arrêter les inondations. Les feux de forêt, ça devient très complexe à pouvoir maîtriser face à l'intensité. On est sur des sujets naturels. Comment vous voulez qu'à notre force des bras, on puisse changer la donne? Mais vous avez tellement raison, Éric Brocardi. Vous dites l'heure n'est pas à la polémique. Bien sûr, personne aujourd'hui ne remet en cause la qualité et l'excellence, qui est une référence mondiale, vous l'avez rappelé, de nos sapeurs-pompiers. Bien au contraire. Moi, ce que je ne comprends pas, et ce que les Français peut-être ne comprennent pas, c'est pourquoi, pour vous armer face à cette guerre contre les feux qui se sont répétés ces dernières années. Vous venez régulièrement nous voir. Je me souviens qu'en 2022, vous partagiez ce plateau très régulièrement. Et l'idée était de proposer un arsenal suffisant pour lutter demain contre des incendies encore plus importants qu'en 2022. Nous y sommes aujourd'hui. C'est ici qu'on avait même lancé, je m'en souviens très bien, l'idée de la météo des forêts. Et très clairement, aujourd'hui, ça avait pris son envol et c'est une nécessité et qui perdure. Je pense mais moi, je vous parle de moyens. Pardonnez-moi, c'est réducteur. Ce que je vais dire, c'est peut-être un peu caricatural, mais 2 milliards pour faire trempette dans la Seine, je ne veux pas les mettre pour faire trempette dans la Seine, je veux les mettre pour vous, ces 2 milliards. Il y a des orientations, mais quand bien même, parce que le sujet, ça reste sur les avions, et la fédération se range aux côtés des pilotes de la sécurité civile, même si vous avez 2 milliards sur la table, les avions, vous ne pouviez pas les acheter. Voilà. Donc ça veut dire que la chaîne de production d'Aviland, au Canada, n'avait pas suffisamment de carnet ouvert pour construire. Est-ce qu'il y a des alternatives au Canadair? Je veux juste prendre un exemple très concret. Quand vous allez chez un garagiste, une succursale de voiture, je ne citerai aucune marque, vous voulez acheter une voiture, vous l'avez au bout de combien de temps? 6 mois, 8 mois, voire même 1 an pour certains. Donc comment voulez-vous que sur des avions aussi spécifiques, on puisse avoir? Pour autant, et ce que je souhaite rajouter, c'est que parfois il y a des choses qui sont choisies, décidées, orientées, qui ne se construisent pas peut-être plus dans l'écoute des pilotes de la sécurité civile. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes sur le terrain. Hier, sur d'autres chaînes, je parlais d'un choc de simplification opérationnelle. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal que pour les sapeurs-pompiers, lorsqu'ils ont besoin de manger sur le terrain, on fasse signer 3 bons de commande, ça ne rentre pas dans les cases administratives. Aujourd'hui, je vous rappelle que les sapeurs-pompiers sont alimentés parce qu'on veut bien faire des dons. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de comprendre que même si vous avez 3 milliards, 10 milliards, le sujet, c'est de simplifier. Le sujet, c'est de prendre un arbitrage qui soit juste, efficace. Même s'il coûte plus cher, c'est pas grave, parce que derrière, on sait que cette volonté de vouloir servir et protéger doit supplanter. Enfin, je ne sais pas, mais protéger, secourir et sauver, ça a un coût. Mais la vie n'a pas de prix. Donc à partir de là, les investissements qui doivent être effectués doivent être faits avec une certaine justesse, une certaine écoute. Et la Fédération nationale des pompiers de France pousse au quotidien dans tous les couloirs des ministères pour apporter à la fois le moyen de la prévention, les moyens opérationnels
et les moyens du grand public. Mais tout ce que vous dites, ce sont des paroles de bon sens. Oui. Et pardonnez-moi, Éric Brocardi, je rappelle que vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. J'ai essayé de lister toutes les mobilisations des sapeurs-pompiers ces 10 dernières années, où parfois elles étaient, vous étiez dans la rue pour manifester, vous avez parfois fait grève en disant mais c'est pas possible, donnez-nous les moyens de nous battre. Alors on a bien compris, personne ne se dit que face à ces feux, en un claquement de doigts, l'affaire est réglée. Personne ne dit ça. La seule question qu'on se pose, c'est mais mince, pourquoi notre priorité absolue n'est pas justement de donner le plus de moyens possible à tous les Éric Brocardi qui sont sur le terrain? Nous, on a un sujet, vous parlez de budget, il faut bien comprendre une chose, c'est que, et merci de me laisser le temps de m'exprimer là-dessus, c'est que quand vous parlez de budget, il faut comprendre que les sapeurs-pompiers, ils ont 2 soupapes en termes de budget. Un au niveau de l'État, et c'est ce qu'on voit, les avions de la sécurité civile, et en même temps, ils sont départementalisés, c'est-à-dire qu'ils sont sous la tutelle d'un établissement, des conseils départementaux, où ils ont leur propre budget par département. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de comprendre qu'un sapeur-pompier, par an et par habitant, c'est 7 € par mois, moins cher que chez Free. Et tout aussi, on va dire, une performance hors norme en ce qui concerne les 4,7 millions d'interventions qu'ils effectuent par an. Et 2 interventions sur 3 sont effectuées par des sapeurs-pompiers volontaires. Les professionnels, qui sont l'ossature et l'épine dorsale du système, nous permettent aussi de combler tous les sujets qui sont liés justement à la réponse opérationnelle de proximité dans les grandes villes et dans les périurbains. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'à ce titre, là, on est au cœur de nos missions. Voilà. On regarde, mais en fait, c'est ça pourquoi on a signé. Pourquoi on me parle de moyens, de ci, de là, qui sont fatigués, pas fatigués. Mais en fait, nous, notre métier, notre activité de sapeur-pompier pour englober les volontaires comme les professionnels, on est au plein cœur de notre engagement et c'est pour ça qu'on a signé. Donc quand je vous réponds sur le sujet de pourquoi on n'a pas assez de moyens, parce qu'aujourd'hui, les arbitrages sont faits d'un point de vue local. Parce qu'aujourd'hui, quand tout se passe bien, on a tendance à réduire l'enveloppe. Mais en fait, on ne réagit pas et on ne doit pas réagir sur un sujet, on va dire, immédiat. Les sapeurs-pompiers, c'est de la prévision, c'est de la prévention. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a des budgets qui doivent être votés, ce sont des budgets avec une certaine vision. Ce n'est pas sur ce qui a été fait. Et souvent on dit, c'est bon, l'année dernière, ils ont pas eu beaucoup d'activités, on peut réduire. Non, en fait, c'est ce qui va se produire. Et ça, aujourd'hui, c'est des images qui, malheureusement, doivent toute l'année passer en boucle. Mais vous avez, pardonnez-moi, Éric, c'est ce que vous m'aviez dit, je crois, il y a 2 semaines, au moment de l'incendie à Fontainebleau, au tout départ du feu. Nous étions en duplex sur cette antenne, et vous avez dit... J'espère que ces images ne seront pas oubliées à la rentrée en septembre pour la rentrée des politiques, parce que c'est chaque été la même chose. C'est-à-dire que là, on met en avant le travail des pompiers, on explique que c'est d'une bravoure exceptionnelle, extraordinaire, et à la rentrée, on oublie tout. J'étais hier, Éric, un dernier mot, mais c'est essentiel. J'étais hier au téléphone avec le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui fait des investissements hors normes sur le sujet de la défense des forêts contre les incendies. 3 hélicoptères bombardiers d'eau loués, des 25 nouvelles citernes hélipompables pour permettre justement d'être rapide, efficace et frapper vite et fort. Tous ces coûts-là au niveau local ont un coût et une nécessité. Quand on est des Alpes-Maritimes, mer, montagne, forcément il y a des enjeux. Aujourd'hui, ce sujet intrinsèque lié à la défense des forêts contre incendie, il va falloir l'adopter dans les départements qui aujourd'hui sont nouvellement touchés par les incendies de forêt. Alexandre Devecchio, et puis évidemment on va donner la parole, on salue le général Bertrand Cavalier qui est avec nous et Christian Pinaudot dans un instant. Je vous donne la parole, consultant en politique forestière et en gestion de risque, expert des incendies et des feux de forêt. Mais à chaque crise, c'est les mêmes questions. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand on décrypte ce qui a été dit, on voit qu'on retrouve un certain nombre de problèmes qu'on a pu observer dans d'autres crises, dans celle du Covid notamment. Le déficit d'anticipation, c'était exactement la même chose. Dans celle également de la canicule, on se retrouve dépourvu de climatisation au moment où on est en pleine canicule dans les hôpitaux. Donc il y a un problème d'État stratège qui n'a pas de vision et qui est empêtré dans une véritable bureaucratie. C'est ce qu'on entend. C'est-à-dire que pour payer un sandwich à des pompiers, il faut faire de la paperasserie. Il y a un problème de multiplication des échelons qu'on voit bien, de millefeuille territorial qu'on voit bien dans d'autres aspects, puisqu'ils dépendent à la fois de l'État et du département. Et enfin, il y a un problème de souveraineté. On nous dit effectivement les Canadair sont produits au Canada, ça met du temps et c'est normal qu'on ne soit pas livré. Il faut aussi se demander, c'était la même chose pendant le Covid, si on ne devrait pas
produire aussi. On est fort en aéronautique, un certain nombre d'avions, vu qu'on va être confronté à ce type de problématique de plus en plus souvent dans l'avenir. On va prendre la direction du terrain dans quelques secondes, rejoindre nos équipes. Bien sûr, on sera avec Grégory Prats, et également pilote de Canadair, qui a dit ce week-end tout haut ce que des millions de Français pensent tout bas. Et sa déclaration a été relayée des centaines, pour ne pas dire des millions de fois sur les réseaux sociaux. Vous savez, ces réseaux sociaux qu'on envisage de museler. C'est normal qu'on envisage de les museler parce que la parole alternative, les coups de gueule, ils seraient peut-être moins relayés. Je vous propose d'abord qu'on s'arrête un instant sur cette séquence. Je vais la commenter avant qu'on l'écoute pour les auditeurs d'Europe 1. Et ça résume tout. Et c'est pour ça qu'on en a les larmes aux yeux quand on voit cette forêt partir en fumée et quand on voit la bravoure des pompiers. Elle a été publiée par le SDIS 33, c'est le service départemental d'incendie et de secours de Gironde, qui a publié une vidéo bouleversante hier qui résume le courage des pompiers et la solidarité. Regardez. Et vous voyez en 30 secondes cette union des courages, Eric Brocardi, quand vous voyez cette... C'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a des regards et il y a des pertes derrière. Et forcément, ça reste un sujet aujourd'hui où en fait on n'a pas à subir ce genre d'image. Je le dis, je le répète, ils sont engagés sur des missions, c'est leur engagement de leur vie là. Et quand je vois des pompiers se battre, on ne peut être que fier d'eux. Et la nécessité de faire nation derrière, c'est extrêmement important. Et on remercie encore tout le monde de nous aider. Mais c'est plus tolérable. C'est plus tolérable parce que c'est le sujet de ce qu'on va laisser derrière. Donc s'il n'y a pas un sursaut, un éveil des consciences sur aujourd'hui des gestes qui ne doivent plus exister, des gestes aberrants, des actes de négligence, aujourd'hui on ne peut plus se permettre d'envoyer des sapeurs-pompiers au sol avec derrière toutes ces dégâts qu'on va laisser au niveau naturel. Aujourd'hui, ce sont les soldats du feu, ce sont les soldats du climat, ce sont les soldats de la vie. Nous devons continuer malheureusement à nous battre et je peux vous dire que tenter de retirer un pompier là sur le terrain, là, je pense qu'aujourd'hui, leur courage, il ne sera pas oublié. Et puis de toute façon, on forcera les portes des médias pour le rappeler. Vous aurez toujours la porte ouverte. Le sujet, c'est qu'aussi bien volontaire comme professionnel, il est temps qu'on comprenne que ce sont des êtres humains à part entière sous leur uniforme. Ce sont des gens comme vous et moi, ce sont des pompiers volontaires qui, derrière, ont notre activité. Et vous les voyez là, mais ils ne sont pas au cœur de la famille. Là, dans le tas, j'en reconnais certains, la maison a brûlé pendant qu'ils sauvent celle des autres. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est de comprendre que ces enjeux-là, demain, ne doivent plus malheureusement exister. Ça serait l'idéal, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas parce que la force de la nature a voulu en découdre et en décider autrement. Et c'est pour ça qu'il faut être profondément humble face à ces phénomènes météorologiques, mais que si on peut vous donner les moyens de répondre face à ces incendies, il n'y aura pas ces débats qui s'engageront sur les plateaux, bien sûr. Et c'est bouleversant de vous entendre parce qu'on sent évidemment toute l'émotion quand vous voyez ces images. Quand j'ai vu cette vidéo sur les réseaux sociaux, je me suis dit, mais vous savez ce qu'il faudrait faire? Qu'à la rentrée des classes, tiens, pourquoi pas, toutes ces vidéos, pendant 1 heure, elles soient diffusées partout dans toutes les classes pour qu'on puisse se rendre compte du travail et de la bravoure des sapeurs-pompiers. Je dis simplement une chose, c'est que lorsqu'il y a un ordre qui est donné au plus haut sommet de l'État, il faut que jusqu'en bas, ça soit appliqué à la lettre. Grégory Prats est avec nous. Merci et pardonnez-moi de vous avoir fait un peu attendre, Grégory Prats. Vous êtes pilote de Canadair. Et je le disais, Grégory Prats, votre coup de gueule ce week-end a été relayé des centaines, voire des millions de fois sur les réseaux sociaux, car vous êtes un commandant de bord de Canadair en colère. Et quelles sont les raisons de votre colère aujourd'hui ? Bonjour à tous. Bonjour Elliot, bonjour Eric, bonjour aux autres. D'abord, première chose, j'aimerais dire que toutes mes pensées vont à toutes ces familles sinistrées qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur vie, leurs souvenirs. Ça me désole, ça m'énerve, effectivement, et ça me met en colère. Je pense aussi à tous ces déplacés qui subissent depuis une semaine quelque chose d'horrible également. Et naturellement à tous mes collègues sapeurs-pompiers, officiers pompiers, qui luttent au sol 24 heures sur 24. Je ne sais pas comment ils font.
en s'engageant, en s'approchant des flammes, avec des températures montant à presque 100 degrés. Enfin, c'est juste fou. Donc, oui, je suis très en colère et je suis tellement désolé pour tout ça et j'ai presque honte, je vais vous dire, j'ai presque honte. Voilà. Hein. Excuse-moi, Eric, hein, mais je vais un peu recadrer ce que tu as dit au sujet de ma phrase qui a fait tant polémique. Effectivement, c'est une punchline. Pourquoi? Parce que si j'avais pas dit ça, j'aurais pas été invité ce matin. Voilà. Je sais très bien que tu sais très bien aussi que c'est une image. Je sais très bien que les lignes de Canadair ont été arrêtées en 2015. Néanmoins, cet argent qui est dépensé, alors là, effectivement, je me suis fait la réflexion quand j'étais en train d'écoper lundi matin, il y a 10 jours, j'étais leader des 2 premiers Canadair qui avons été envoyés sur le chantier de Fontainebleau et que j'ai écopé dans la Seine. J'ai dit à mon copilote, sans vraiment réaliser ce que je disais, hein, putain, là, il va falloir que je m'applique pour le largage parce que c'est quand même de l'eau qui a coûté 2 milliards d'euros aux Français. Et ensuite, eh bien, ça m'a pas du tout fait rire après, quand j'ai vu l'ampleur des dégâts et quand j'ai vu l'ampleur du sinistre et que j'ai demandé à mon état-major, à la radio, que j'ai supplié d'avoir 2 avions supplémentaires avec moi. Et qu'on m'a répondu que ce n'était pas possible. Parce que ce jour-là, effectivement, il n'y avait que 5 Canadair valides sur la France. Quoi. Voilà. Donc, effectivement, c'est une punchline, c'est une image. Je sais très bien que les lignes ont été arrêtées. Néanmoins, cet argent, il aurait pu être dépensé avant que ces lignes ne s'arrêtent en 2015, puisque je vous rappelle, je vais peut-être apprendre à tout le monde, que la France était dotée de 16 Canadair. Il n'y a pas si longtemps que ça. Nous en avons perdu 4 dans des conditions tragiques, avec la perte naturellement des équipages. Voilà, ils n'ont jamais été remplacés, alors que les lignes étaient encore en œuvre au Canada. Grégory Prats, Voilà. ces 16 Canadair, on avait cette flottille il y a combien de temps? On a perdu les 3 derniers Canadair au milieu des années 2000. Au milieu des années 2000. Et jamais ils ont été remplacés. Mais par exemple, voilà. On pourrait remonter cette déclaration, mais on va continuer d'en parler. Emmanuel Macron, en octobre 2022, fait la promesse justement de renouveler la flottille en disant, à compter de 2027, on aura ces 16 Canadair. On a bien compris qu'il y avait une difficulté avec cette production du côté du Canada et des Canadair. Mais ce que vous avez dit ce week-end, cette punchline, c'est-à-dire j'écopais sur la Seine et je me suis dit 2 milliards pour assainir la Seine, on aurait pu avoir tant de Canadair. C'est une formule qui a marqué, je pense, bon nombre de Français parce que tout le monde se fait la réflexion. La réflexion, c'est où mettre l'argent, où prioriser. Et à quoi ont servi tous ces milliards? C'est ça la question qu'on doit vous poser. Vous êtes pilote depuis combien de temps, Grégory? Écoutez, moi j'ai commencé ma carrière de pilote dans l'armée de l'air, j'avais 23 ans. Je suis à la sécurité civile comme pilote bombardier d'eau depuis 2010. Voilà, moi ça fait 38 ans que je suis pilote au service de la France et des Français. Grégory, est-ce que cette formule vous a valu des remarques ce week-end de votre direction ou même un peu plus haut? Non, pas encore, mais je les attends parce que je sais que je vais en avoir. Néanmoins, je parle en tant que délégué syndical du SNPNAC, donc du syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile. Et donc, j'ai une petite liberté de parole supplémentaire par rapport à mes autres collègues. Mais je peux vous assurer que j'ai eu des remarques très très premier degré, effectivement, comme quoi les lignes étaient arrêtées et que ça n'aurait rien pu faire. Néanmoins, tous mes collègues ont bien compris ce que je voulais dire et tous mes collègues me supportent. Je peux même vous dire que la semaine dernière, face à des problèmes de maintenance, parce qu'on on va en reparler, parce que c'est important, parce que les 2 milliards dont je parle, on peut aussi les mettre dans la maintenance. Et puis là, je vais aussi vous dire pourquoi ça ne marche pas. On a failli faire exercer notre droit de retrait pour une malfaçon sur la livraison d'un avion, et nous ne l'avons pas fait. C'est-à-dire qu'on met en jeu notre sécurité personnelle, notre engagement physique, l'engagement de nos familles, parce que
Vous pensez bien qu'un avion qui se crache, il n'y a pas de survivants quoi, dans ces conditions-là. On fait des veuves et des orphelins. Voilà. Et là, la semaine dernière, on a décidé de continuer parce qu'il y a des feux en Gironde et parce qu'il y a des familles qui sont en détresse et parce qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Et qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Voilà. Donc, oui, je suis très, 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 très en colère. Restez avec nous parce que votre témoignage il est très important et vous allez peut-être pouvoir échanger avec Éric, mais vous êtes unis. Vous allez lui répondre juste après la publicité. C'est juste une courte pause et au fond, les déclarations d'Éric Brocardi et celles de Grégory Pratt se rejoignent, bien sûr. C'est intimement lié. De bon sens et ça rejoint la question des priorités. Vous l'avez dit, l'État devrait dépenser pour ce qui est stratégique en réalité et anticiper plutôt que de faire des cadeaux ou des dépenses démagogiques. Parce que je pense que la scène, c'est une vraie dépense démagogique. La publicité, on revient dans un instant pour la suite de l'heure des pros. Je reçois beaucoup de messages, Éric Brocardi, parce que vous avez ému bon nombre de Français, ce porte-parole de nos héros, avec un cœur, par exemple. On revient dans un instant. Soumaïa Labidi, vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et c'est vrai que votre témoignage, Éric, nous a bouleversés et le témoignage de Grégory Pratt, qui est avec nous, pilote de Canadair, également. Éric Brocardi, je rappelle que vous êtes porte-parole des sapeurs, de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Peut-être que vous avez envie de poursuivre, et on était une courte pause, mais vous avez peut-être envie de vous adresser à Grégory Pratt, qui est avec nous, pilote de Canadair, et qui ce week-end a eu une formule qui a été relayée des millions de fois, lorsqu'il a dit, au moment de la forêt de Fontainebleau, de l'incendie, j'ai copé dans la Seine, et je me suis dit, c'est une eau qui a valu 2 milliards d'euros aux Français. Avec ces 2 milliards d'euros, on aurait pu avoir tant de Canadair, on aurait pu avoir tant de moyens pour les pompiers qui sont sur le terrain. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent qu'on poursuit notre édition spéciale consacrée à ces feux en Gironde. 220 000 personnes ont dû être évacuées et déjà 42 000 hectares ravagés par les flammes. C'est 4 fois la superficie de Paris, 6 fois celle de Nice. Et je salue Edwige Diaz qui nous a rejoint, députée de la Gironde. On reviendra justement sur les manquements peut-être du politique. Éric Brocardi. Non, parce que c'est rare qu'on puisse se parler, Grégory, directement, parce que quand on se parle, c'est sur les moyens radio, ou quand on se voit, c'est parfois en formation. Et je tenais à te féliciter, et toi et tes troupes, sur l'ensemble des dispositifs, parce qu'on sait perdument que vous êtes une toute petite paille sur une braise énorme en ce moment, et qu'à ce titre, on n'oublie pas Franck Chesnay, 2019 à Gérignac. Est-ce que dans tes poids et dans tes mots de ce que tu évoques, le sujet, il est là, il faut rentrer à la maison. C'est tout. Et merci encore. Grégory, peut-être que vous souhaitez lui répondre. Oui, de toute façon, on est tous dans le même bateau. On est tous la main dans la main pour combattre les feux. Nous, ce n'est pas les avions qui éteignent les feux. Ce sont les sapeurs-pompiers qui grattent, qui noient. Voilà, nous, on est là pour les soutenir. On est là pour leur rendre la tâche un peu moins difficile. On est très utile, naturellement, pour cela, mais in fine, ceux qui éteignent les feux réellement, ce sont les pompiers. Voilà. Et dans les 2 milliards d'euros dont je parlais, eh bien, naturellement, je sais que les pompiers ont des gros problèmes de recrutement, gros problèmes RH. Si vous voulez recruter des gens, il faut les payer, quoi. Voilà, c'est tout. Éric en a parlé. Pour 7 euros de l'heure, vous avez des gens qui s'engagent sur le terrain, au bout des tuyaux, avec des avions qui leur passent au-dessus de la tête. Donc, un environnement très, très dangereux. Voilà, l'argent, il y en a. A priori, il y en a, puisqu'on fait des choses un petit peu absurdes avec, et on ne le met pas dans les choses importantes, et notamment le régalien et la sécurité des Français. Et puis, il faut qu'on arrive aussi à simplifier les choses. Je pense que le choc de simplification opérationnelle, aujourd'hui, ça doit être une doctrine que l'administration doit s'appliquer dans tous les domaines, que ce soit dans l'hospitalier, la sécurité intérieure, la sécurité civile, évidemment, pour permettre justement d'arriver à contenir la sécurité de ceux qui sont au bout des lances et au bout du manche pour piloter les avions et les hélicoptères. Et à cela, la complémentarité, je le dis, je le souligne, c'est
Notre histoire, c'est les communes, ce sont les départements. Maintenant, c'est l'État, effectivement, mais il faut que tout cela continue à être protecteur de celles et ceux qui s'engagent. Grégory Pratt, c'est toujours avec nous, pilote de Canadair, et Éric Brocardi. L'échange que vous avez bouscule complètement notre émission, et évidemment, la priorité est de vous donner la parole, puisque vous l'avez dit, souvent, trop souvent, les médias, les politiques vont placer la focale lorsqu'il y a un incendie et vont oublier. Vous avez commencé en disant on n'a pas forcément la chance de pouvoir échanger sur une chaîne nationale avec Grégory Pratt. Éric Brocardi, depuis plusieurs années, vous venez nous voir pour alerter sur la situation, sur le manque de moyens parfois, sur la prévention également. Je vous ai jamais vu aussi ému. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est une conjonction à un moment donné d'événements et puis un sujet aussi où il y a des pertes chez nous et on n'en veut pas. Et donc, il n'y a rien de plus dramatique. Vous savez, vous avez un commandant des opérations de secours et un directeur départemental à la tête. Il est hors de question de remettre en cause, et je dis bien il est hors de question de remettre en cause, leur capacité à pouvoir appliquer une stratégie. Les stratégies, on la connaît. Grégory la connaît, il participe aux formations, il contribue aux formations, il nous forme, il nous dit ce qu'il faut faire, on applique derrière, on conçoit des lignes d'orientation stratégique intenses dans des simulateurs avalables. Ils sont dévoués, ils nous expliquent, ils nous font vivre, ils nous font immerger dans ce qu'ils ont de plus dur pour qu'après, sur le terrain, on soit opérationnel et qu'on soit en sécurité. Et il n'y a jamais de largage sans avoir au préalable signalé la sécurité. Donc quand demain, vous allez avoir toute cette dynamique et cette orientation sur le terrain, évidemment, on n'a plus le temps de se parler. Et évidemment, on ne peut plus forcément se voir parce que... En étant à Nîmes et les autres sapeurs-pompiers partout en France, les centres de formation sont seuls pour le névralgique où on va pouvoir partager et s'enrichir les uns les autres. Et cette richesse-là va nous permettre de mieux lutter demain contre les incendies. Mais il faut nous écouter. Et à un moment donné, quand on sort la Fédération nationale des pompiers de France en 2022, un document d'une 30aine de pages où dedans c'est écrit, on consulte en même temps les pilotes de la sécurité civile pour essayer d'orienter, de choisir et de les faire participer à nos différents débats et orientations. C'est parce qu'il y a un sujet aussi qui est prégnant chez nous, c'est la solidarité dans l'action, mais c'est surtout la solidarité dans la préparation. Parce qu'aujourd'hui, on doit quand même continuer à pousser à la roue. Et notre objectif, il est simple, c'est tout simplement garantir et continuer à sauver et protéger les populations et les sapeurs-pompiers. Mais aujourd'hui, ça ne pourra se faire qu'avec cette véritable volonté d'une orientation où, quand vont sortir les lignes budgétaires, effectivement, on est relégué parfois en deuxième ou troisième zone. Mais pourquoi ? Parce qu'on se fixe sur des niveaux classiques on va dire, d'intérêt public, que ce soit la sécurité, que ce soit les salaires, c'est une évidence. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous prenez une simple chose, c'est que quand les sapeurs-pompiers tapent à la porte pour faire le calendrier, les gens donnent. Et ils ont compris pourquoi ils donnaient. Pourquoi demain, la lecture sur les éléments d'impôt que l'on peut recevoir, le fléchage n'est pas plus clair. Exactement. On le fait pour les taxes d'ordures ménagères, mais c'est ubuesque. Demain, vous faites une ligne vers la protection civile. Mais les gens, ils prennent une autre dimension dans leur sujet de paiement des impôts. Et aujourd'hui, c'est transparent. En fait, ce qui est désespérant, c'est que c'est à chaque fois les mêmes constats sur les mêmes crises. Mais la crise des agriculteurs, on se dit, mais comment se fait-il qu'on se félicite de donner quelques centaines de millions quand on a la possibilité d'envoyer des milliards à l'étranger ? D'accord ? Donc, si vous demandez aux Français les priorités, vous inquiétez pas que la priorité, elle est vite trouvée et que, évidemment, la sécurité civile, les Éric Brocardi, les Grégory Pratt, on va aller sur le terrain parce qu'il y a aussi la solidarité qui est exceptionnelle. Si ce week-end, on en avait envie de pleurer, c'était aussi par fierté. Fierté de voir cette France enracinée, ces Français silencieux, ces Français qui sont méprisés, converger en direction de Bordeaux. Je voulais simplement vous dire qu'on entend souvent, mais où sont les avions ? Où sont les avions ? Grégory et son équipe, ils font comme ils peuvent. Et derrière Grégory, il y a tous les mécanos. Et eux, ils sont à flux tendu, ils ne comptent même pas leurs heures. Et ils y trouvent toutes les parades pour les mettre en protection et nous mettre en protection et sauver les citoyens. Grégory, vous restez avec nous. Je veux juste qu'on aille voir Alexandra Bischoff parce que je disais, il y a aussi cette solidarité merveilleuse. On voit des agriculteurs. Là, il n'y a pas les centaures face aux agriculteurs. On les laisse converger. Mais il n'y a pas que les agriculteurs. Il y a également les forestiers, les bûcherons. Et vous êtes d'ailleurs avec un bûcheron volontaire, Alexandra.
Oui, tout à fait, Elliot. Je suis avec Romain qui est bûcheron et qui est engagé depuis le premier jour. Alors on l'a retrouvé ce matin ici. Nous sommes à proximité de la zone d'incendie, mais nous ne pouvons pas y accéder. Alors en ce moment, juste pour vous le rappeler rapidement, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Il y a cependant une légère accalmie, mais il faut bien sûr rester prudent sur les informations. On ira au point presse tout à l'heure. Juste quelques reprises de feu qui se situent pas très loin. Donc depuis tout à l'heure, voilà, les pompiers, les agriculteurs et ces bénévoles dont Romain circulent. Et d'ailleurs, je vous invite à discuter. On va discuter un petit moment avec Romain. Romain, bonjour Romain, merci d'être avec nous. Alors Romain, on en a parlé déjà en amont. La nuit a été courte. Oui, elle a été courte. On a tourné toute la nuit. Là, pour l'instant, le feu n'est pas vraiment fixé. Il y a beaucoup de reprises. Donc on s'est relayé avec mes collègues justement pour faire des rondes justement pour voir où étaient les reprises. On a acheté encore des motopompes justement avec des cuves de 1000 litres. On a réussi à trouver aussi des entreprises qui sont un peu mobilisées avec nous justement pour nous prêter du matériel et de pouvoir travailler main dans la main comme ça. Donc on a continué toute la nuit, on a tourné, on a essayé de dormir 1 heure ou 2 dans le camion justement pour se reposer. Et là pour l'instant il y a encore des reprises mais le feu n'est pas fixé. Donc on continue à faire des rondes. On essaye de protéger les maisons qui sont encore intactes et on essaye de faire notre maximum pour pouvoir en venir à bout, quoi. Vous êtes mobilisé depuis le premier jour, Romain. On imagine que c'est difficile pour vous, ça a été intense, tous ces incendies, toute cette mobilisation. Oui, tout à fait. Ça a été très très compliqué. Depuis vendredi, on s'est mobilisé. On n'a pas cherché à comprendre. Moi, j'ai mobilisé plusieurs entreprises directement sur le terrain, justement pour être avec nous aux côtés des pompiers et qu'on soit tous mobilisés pour qu'on puisse arriver à arrêter ce feu-là et voilà qu'on en vienne à bout, quoi. Parce que là, ça devient très très compliqué. On a réussi à faire des pare-feux justement avec les bulldozers, les pelleteuses, tout ça. Et on continue à travailler justement pour essayer de sauver ce qui est encore sauvable, quoi. C'est important pour vous d'être solidaire et de venir aider les pompiers dans cette tâche. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas envie. Je peux pas être acteur de la chose sans rester à rien faire. Donc, je me suis dit, sans hésiter, j'ai tout de suite appelé les entreprises environnantes et je me suis dit, bon, allez, on se mobilise, on y va. Et pour moi, c'est important d'être là au quotidien et de pouvoir apporter mon soutien justement pour pouvoir essayer de sauver toutes ces maisons qui sont encore sauvables et vraiment de m'impliquer au maximum pour pouvoir sauver ce qui nous reste de nos forêts, quoi. Alors vous, Romain, vous habitez le secteur, vous habitez à proximité de Biscarrosse. Est-ce que vous êtes nombreux déjà à être mobilisés de ce secteur? Alors moi, j'ai 4 entreprises qui sont avec moi. Donc là, on a commencé à avoir un peu à stabiliser justement les feux sur Parentis et Biscarrosse. Et là, j'ai réussi à mobiliser une 12aine d'entreprises qui vont justement monter en Gironde avec nous à Marcheprime pour pouvoir aider justement à renforcer les équipes là-bas et de pouvoir faire des pare-feux au maximum pour pouvoir essayer de maîtriser le feu et de pouvoir cesser un peu l'activité de cet incendie, quoi. Vous allez rester jusqu'au bout auprès des pompiers? Moi, je vais rester jusqu'au bout. On dormira 1 heure ou 2 s'il le faut par nuit, mais vraiment, je veux vraiment avoir une implication. Je veux vraiment essayer de sauver toutes les maisons qui sont sauvables. Parce que je me dis, voilà, c'est triste de voir tout ça et je pensais pas que ça aurait pris une ampleur telle. Donc je me suis dit, on fait tout ce qu'on peut, on mobilise tout ce qu'on peut, on achète du matériel avec notre argent parce qu'on veut vraiment participer à 100% à la chose et avoir une implication qui soit vraiment au top, quoi. Merci beaucoup, Romain. Merci d'avoir été en direct avec nous sur CNews. Donc voilà, Elliot, vous l'avez entendu, une grande mobilisation ici, des bénévoles qui n'arrêtent pas, qui sont nuit et jour auprès des pompiers, avec toujours beaucoup d'émotions, mais surtout une grande implication malgré la fatigue. Merci beaucoup, Alexandra Bischoff. Gardez le contact avec Romain parce que son témoignage là aussi était magnifique parce qu'on voit que dans cette crise que nous vivons, il y a une solidarité absolue. Et Romain Langlade, c'est la France des honnêtes gens, c'est la France silencieuse. C'est pas effectivement la technostructure. Vous n'allez pas voir Romain dans les couloirs des conseils des ministres qui vont expliquer la vie à Éric Brocardi, Grégory Prats ou Romain Langlade. C'est quelqu'un qui travaille la terre, qui travaille la forêt, bûcheron bénévole, qui vient avec toutes ces entreprises en disant on va se battre nuit et jour. Mais ça donne des frissons d'entendre ces témoignages-là. On continue justement les témoignages puisqu'on va prendre la direction de notre reporter Clément Lopez qui est à Marcheprime. Cher Clément, bonjour. Et là aussi, vous allez donner la parole aux Français qui sont au cœur de cet incendie. Bonjour Clément.
Bonjour Elliot. Ici, nous sommes à quelques kilomètres des lignes de l'incendie et ici la solidarité est de mise et les habitants s'organisent. Nous sommes d'ailleurs avec Samuel Mendoza, exploitant dans le domaine forestier. Samuel, bonjour. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce que vous faites derrière nous. Là, on est en train de créer un pare-feu pour stopper le feu s'il arrive jusqu'ici. Quand vous avez vu l'incendie se rapprocher dangereusement d'ici où nous nous trouvons, immédiatement vous avez pris l'initiative de venir ici? C'est ça, on nous a réquisitionné les machines, on nous a demandé de venir et du coup on n'a pas hésité, on est venu. Et vous êtes venu ici, comment vous choisissez les parcelles, comment vous décidez les arbres que vous devez abattre? Ça c'est pas à nous de choisir, on ne choisit pas, on nous dit de couper à un endroit et on coupe, on rase. On fait un pare-feu, une longueur sur plusieurs kilomètres et plusieurs mètres de large et on coupe. Super, et ça vous a semblé évident de venir aider ces pompiers, cette sécurité civile qui agit déjà depuis plusieurs jours ici et qui peuvent être fatigués? Oui, c'est évident, on est là pour, comme les agriculteurs qui sont descendus, on est obligé de les aider, hein, pour pas que ça continue de cramer et qu'on puisse arrêter. Merci beaucoup Samuel. Donc vous l'aurez compris ici, la solidarité est de mise et tout le monde travaille main dans la main. On a pu apercevoir des pompiers, mais également l'armée qui vient avec des bulldozers pour également créer des pare-feux ici à Marcheprime. Merci beaucoup Clément Lopez. Vous êtes accompagné de Timothée Forger et si vous avez la voix, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, une voix qui est plus rocailleuse qu'habituellement, c'est parce que depuis 3 jours, vous êtes sur le terrain depuis le début de cet incendie, même un peu plus que 3 jours. Et évidemment, ces fumées ont des conséquences. Donc, faites attention à vous et merci pour le travail formidable que vous faites depuis le début de cet incendie en Gironde. Éric Brocardi est toujours avec nous. Dans un instant, on parlera de l'aspect politique. On reviendra avec le général Calavalier sur les conséquences et la stratégie pour lutter contre ces flammes. Je voudrais quand même qu'on fasse un point de situation. Je disais 42 000 hectares qui ont été ravagés par les flammes. C'est 4 fois la superficie de Paris, c'est 6 fois celle de Nice. Sauf que la Gironde, malheureusement, a déjà connu des phénomènes et des épisodes dramatiques. Quelle différence il y a entre cet incendie et celui de 2022, Éric Brocardi? C'est sa cinétique et son développement qui est beaucoup plus important et beaucoup plus rapide. On a parlé d'effets de pyrocumulonimbus que je pense que Grégory a pu apercevoir si... ça s'est vraiment avéré parce que vu du ciel, c'est une autre dimension, une autre impression. Donc il a une vitesse de développement hors norme. La cinétique du feu et sur d'autres domaines, on est rentré même un peu plus dans un cadre complexe du feu, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux énormes sur les défenses de points sensibles, avec bon nombre aujourd'hui de maisons qui ont été sauvées, il faut quand même le signaler. Donc je pense qu'il faut aussi prendre l'avis de Grégory et son écoute sur ce sujet-là, parce que la vue qu'ils ont, elle est juste... à l'image est très objectif par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Justement, Grégory Prats, je ne sais pas si vous avez dû intervenir pour l'instant sur l'incendie en Gironde ou si vous allez être mobilisé dans les prochains jours. L'expert que vous êtes, lorsqu'il voit cet incendie, et il y a parmi toutes les images qui ont pu nous marquer, cette vue depuis un Canadair de l'incendie en Gironde, qui est un monstre, bien évidemment. Oui, c'est l'impression que cela fait quand on arrive sur la zone et qu'on voit ce nuage qui monte pratiquement jusqu'à la stratosphère en fait. Donc effectivement, le pyrocumulonimbus, c'est un nuage d'orage qui est créé par le sinistre. Comme tout nuage d'orage, vous avez création d'éclairs à l'avant. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Alors, je n'ai pas vu encore celui de la Gironde cette année. J'étais sur les feux de 2022 en Gironde. J'ai vu ce que c'était déjà. C'était monstrueux. Moi, je travaille plutôt sur l'est du territoire en ce moment. Donc, j'étais sur Paris, sur Brignoles dans le Var et puis sur la Corse également. Voilà. Mais à partir de la semaine prochaine, je pense que je serai en Gironde également en soutien de mes collègues. Eh bien, écoutez, merci Grégory Prats, commandant de bord de Canadair. Merci et vraiment, on ne vous lâchera pas. N'hésitez pas, vous avez la place pleine et entière sur ce plateau ou alors à travers nos échanges via le téléphone. Vous venez quand vous voulez, vous nous apportez toutes les informations que vous souhaitez et vraiment, vous êtes le bienvenu.
dans cette émission. Je me tourne vers Sandra Larue car je la sais pressée. Donc Sandra, vous êtes spécialiste météo. Peut-être là aussi faire un point pour nos téléspectateurs concret sur qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines heures, parce qu'on a bien compris que même si on avait des sapeurs-pompiers héroïques, il y a un facteur qui peut être un facteur déclenchant, un facteur accélérant, c'est bien sûr la météo. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures ? Alors là, actuellement, déjà sur le département de la Gironde, on a une situation qui s'améliore un petit peu par rapport à hier, mais c'est limité quand même. On a un peu moins de vent, on a des rafales entre 20 et 30 km/h aujourd'hui. Vous le voyez, même le département de la Gironde et des Landes, avec ce risque de feu de forêt, à la carte émise par Météo France, le risque est faible aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a un taux d'humidité qui est supérieur à 30%. On a des températures qui ont tendance à remonter, mais c'est loin de ce qu'on attend dans le courant de la semaine. Donc le risque est faible, mais les incendies sont toujours en cours. Il y a encore du vent. Donc la situation reste compliquée sur le terrain. On a une vingtaine de feux actuellement actifs. On a aussi surtout ce qu'il va falloir surveiller. Donc si la situation s'arrange sur la Gironde et sur les Landes, on a aussi sur le sud-est, vous l'avez vu, c'est les départements en orange. Donc là, on a un risque élevé puisque Mistral et Tramontane se lèvent. On a une végétation très sèche et on a un vrai risque aujourd'hui avec des températures, facteurs aggravants, qui remontent. 34 degrés aujourd'hui sur le sud-est. Et ce que je voulais juste dire sur la Gironde, c'est que là, on a une petite parenthèse peut-être d'accalmie, mais surtout, on a cette canicule, cette 4e canicule qui arrive et des températures qui vont vraiment progresser sur le sud-ouest où on va encore frôler les 39-40 degrés à partir de demain, mercredi. Éric Brocardi, moi je me suis posé une question tout le week-end. Imaginons que, sans jouer les oiseaux de mauvais augure ou les Cassandres, qu'il y ait un méga feu en Gironde, ce que vous êtes en train de dire, et qu'il y ait de feux complexes ou feux hors normes, et qu'il y ait le même dans l'est de la France, simultanément. Comment vous faites ? Aujourd'hui, c'est un peu ce qui s'est passé avec le Var. C'est-à-dire qu'on est toujours engagé sur le Var d'un point de vue opérationnel et surtout avec un engagement hors norme. On est en même temps sur le feu de Gironde, donc on est sur aujourd'hui une capacité, on va dire, qui est proche de la rupture. Mais on n'y a pas encore dépassé, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de méga-feu. On est encore sur le coup de la solidarité avec les autres pays européens. Il faut quand même le souligner. Et c'est jamais un aveu de faiblesse de faire appel aux autres. Je rappelle que les guerres se sont toujours construites parce que nous avons lutté ensemble. Donc le sujet, ce n'est pas une marque de faiblesse, c'est juste qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'être plus forts ensemble. Evie Diaz est avec nous, vous êtes député de la Gironde et donc vous êtes au cœur de ce qui se passe actuellement. Quel regard la députée que vous êtes porte sur la situation ? D'abord peut-être un mot sur la solidarité, le caractère héroïque de nos pompiers, mais aussi de nos agriculteurs qui sont sur le terrain. Et puis ensuite, on ira sur le terrain politique. Qu'est-ce qui n'a pas été fait pour aider encore un peu plus nos sapeurs-pompiers, Evie Diaz ? Déjà, je vous remercie pour votre invitation. Je repars tout à l'heure, bien sûr, en Gironde pour continuer d'aider sur le terrain. Je voudrais dire qu'Emmanuel Macron peut dire merci aux Français, merci à cette solidarité citoyenne, aux élus locaux, aux pompiers et aussi, bien sûr, aux entrepreneurs et aux agriculteurs parce que, en fait, le recours à cette solidarité masque à peine les manquements, évidemment, politiques qu'il y a eu. Et je pense qu'à la fin de cet épisode, il ne faudra en effet pas oublier et pointer les responsabilités des uns et des autres. Vous voyez, je voudrais relayer, j'ai vu tout à l'heure sur Internet, une cagnotte Litchi qui a été lancée par la coordination rurale 33 pour en fait aider les agriculteurs à assumer les frais. Parce que chapeau aux agriculteurs qui se sont déplacés, qui ont pris leurs tracteurs, qui ont pris leurs citernes, mais les citernes, eh bien, elles roulent avec du GNR. Et donc, pour ça, en fait, il n'y a aucun, pour l'instant, moyen qui a été prévu pour assumer financièrement cette charge financière qui s'applique au nom de la solidarité. Donc, évidemment qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que là, je me fais le relais de l'exaspération des citoyens qui ont été déplacés. Enfin, on parle de chiffres astronomiques, ce sont plus de 200 000 citoyens qui ont été déplacés. C'est 10% de la forêt girondine qui est partie en fumée. Ce sont des sapeurs-pompiers qui ont été blessés. Et c'est aussi, oui, il faut le dire, un désastre économique parce que c'est évidemment une saison touristique qui est à genoux. J'ai entendu la préfète dire aux touristes, ne venez pas dans la région. Ne venez pas dans la région bordelaise, vous avez bien compris. Mais on parlera du désastre économique dans quelques instants. Juste avant une courte passation de plateau avec Europe 1 dans 1 minute 30,
Qu'est-ce qui l'a manqué? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Pourquoi vous dites aujourd'hui, je me fais le relais de l'exaspération des gens sur le terrain? Oui, parce que la Gironde a malheureusement déjà brûlé en 2022. On se souvient des feux de Landiras, de la Teste de Bûche et aussi du Médoc. Et depuis, rien n'a été fait. Même, je vais vous dire, c'est pire que ça. Ce sont des promesses qui n'ont pas été tenues. Moi, je me souviens que Gérald Darmanin est venu en 2023 en Gironde pour annoncer qu'à Mont-de-Marsan, il y aurait une nouvelle base d'accueil des Canadair. Sauf qu'en 2025, cette promesse a été balayée. On se souvient d'Emmanuel Macron en 2022 dire qu'il allait non seulement renouveler la flotte vieillissante de nos Canadair, mais aussi la développer. Et ce que l'on voit, c'est que Gabriel Attal a annulé 50 millions d'euros de crédits qui visaient spécifiquement à acheter ces Canadair. Donc... voilà, en fait, oui, il y a eu des manquements. Il y a eu aussi l'annonce du Beauvau de la sécurité civile qui devait être traduit par un projet de loi par Monsieur Nunez, et on est en 2026 et en fait il n'y a toujours aucune date sur ce projet de loi. Donc c'est vrai en fait que ce sont ces annonces non suivies des faits qui entraînent de l'exaspération et du désarroi supplémentaire sur le terrain. Général Cavalier, je vous donne la parole dans un instant. Je salue Ombline Roche qui prend le relais sur Europe 1. Cher Ombline, bonjour, merci d'être avec nous. Ombline, quel est le